Bien, voilà, à vous la parole. Bon, alors juste très rapidement vous dire que c'est une commande, donc la carrière de Roberto Rossellini est au plus bas. À ce moment-là, il a vraiment énormément d'ennuis, le malheureux. Il n'a plus tourné depuis un certain temps. Et puis surtout, ses films n'ont plus de succès depuis très longtemps et il n'a plus du tout d'argent. Par exemple, donc, quand Jean Douché, au moment de la sortie du film à Paris, lui demandera pour l'hebdomadaire Art, il s'agit bien d'une commande, et Rossellini lui répondra, sachez que mes films ne sont jamais des commandes, et pourtant c'est bien de ça dont il s'agissait. C'est-à-dire que non seulement c'était une commande, mais en plus une commande avec des dates fixées, ce qui explique beaucoup d'ailleurs la forme du film et, comme on le sait souvent chez Rossellini, nécessité fait loi. Donc le film, vous avez pu le constater, est particulièrement peu découpé. C'est plutôt un film fait à plat, avec un très grand nombre de plans séquences. Et en fait, comme ces plans séquences ils sont très élégants, mais comme ils étaient relativement simples à faire, sans beaucoup de profondeur de champ, ça allait plus vite de les tourner plutôt que de découper le film davantage. Et la commande du producteur, c'était qu'il fallait commencer le film au mois de mai 59 pour être donc à la Mostra de Venise à la fin du mois d'août. Donc on est presque dans l'impossible en fait. Il s'agissait de faire un film en 3 mois à peine, d'y aller. Et alors ce qui n'était pas prévu, c'est que ça remporte le Lion d'Or. Il y avait là encore un certain nombre d'années qu'il n'y avait pas eu un film italien qui avait remporté le Lion d'Or. Et par ailleurs, Rossellini est évidemment très marqué par la guerre, puisque on peut dire qu'évidemment il est le cinéaste de Rome ville ouverte, mais en même temps à cette période-là, c'est-à-dire à la fin des années 50, le traumatisme de la guerre et peut-être le besoin d'unité nationale, enfin plein de choses, en tout cas le refus absolument du public de réentendre parler de choses pareilles, faisait qu'on ne faisait plus de films en Italie sur la Seconde Guerre mondiale depuis justement Rossellini, donc depuis Paisa en gros, et que donc ça sera un événement assez considérable, parce que comme le film va remporter le Lion d'Or, un très grand succès critique et un très grand succès public, évidemment c'est reparti, et dans les années 60, dès le début des années 60, on va recommencer à en faire beaucoup. Voilà, donc pour dire que c'est un film assez vertigineux, mais ça vous l'avez ressenti, mais qui arrive aussi à un moment pour Rossellini extrêmement compliqué. Il avait aussi coutume de dire contre les critiques, même qui lui disaient gentiment, que ces films n'étaient certainement pas des autoportraits. Bon, là aussi, disons que pour le moins, ça se discute, sans même parler du choix de son acteur principal, qui à ce moment-là est peut-être avec Totò, disons, le plus grand comédien italien, mais qui évidemment est son ami, son complice, mais aussi son concurrent en néo-réalisme à l'international, vu qu'il s'agit de Vittorio De Sica, et que le film, alors là de façon, ça pour le coup c'est difficile à nier, le film est aussi évidemment un portrait critique, et donc un autoportrait, puisqu'il joue un peu son propre rôle, de Vittorio De Sica.
en particulier sur le côté menteur et joueur, pas du tout pour son attitude pendant la guerre, ça serait plutôt Rossellini, mais pour son côté menteur et joueur, puisque Vittorio De Sica était connu pour avoir en particulier deux familles avec lesquelles il devait dîner successivement tous les soirs, et donc avec les problèmes que ça pouvait poser, et par ailleurs de vivre littéralement dans les casinos. Ce qui explique aussi qu'il faisait quand même pas mal de navets, parce qu'évidemment, dès qu'il avait tout perdu dans un casino, il allait voir un producteur en lui disant « Donne-moi un rôle, bon, très bien », et il recommençait, quoi. Donc là, il y a toute une légende De Sica qui est aussi dans le film. Je le redécouvre complètement ce soir parce que je crois bien que la dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a 40 ans au ciné-club à la télé. Donc vraiment, j'avais plus de mémoire. C'est une mise en scène, avec un comédien-acteur qui finit par enfin endosser un rôle, on va dire le rôle de sa vie, c'est-à-dire sa mort. Je trouve que de ce point de vue-là, le film est presque renversant, enfin, tellement il est travaillé sur cette relation, cette circulation de mise en scène avec Rossellini aux commandes, l'allemand, le personnage de Vittorio De Sica qui essaye de faire des mises en scène qui n'y arrive pas, et qui par ailleurs vit avec une comédienne, on peut voir ça aussi, et qui donc finit par endosser réellement le rôle qu'on lui fait. Oui, bien sûr, c'est là où la force, c'est toute la force du film, c'est son côté vraiment vertigineux, parce que De Sica, en plus, est un tel acteur qu'il séduirait une porte. Enfin, je veux dire, Rossellini avait coutume de dire que d'abord il détestait les acteurs. Bon, il y a quand même eu quelques actrices dans sa vie. Mais alors il paraît qu'il avait raconté à Pierre Arditi sur le tournage de Blaise Pascal, donc plutôt dans la toute dernière partie de son œuvre, il lui disait « Les acteurs, j'en fais ce que j'en veux. C'est-à-dire que si je voulais que cette chaise joue, eh bien, elle se mettrait à jouer. » Voilà. Donc il n'avait pas quand même, comme ça en tout cas, un grand respect pour les comédiens. De Sica, c'est évidemment autre chose. C'est-à-dire que son seul problème avec lui, c'était presque... Alors le film est fait sur la distanciation, évidemment, on en parlera aussi, mais d'abord pour dire les choses encore plus simplement, c'était presque de le refroidir, comme un moteur. C'est-à-dire qu'il était tellement bon, mais c'était un cabot, parce qu'évidemment c'est un cabot, mais c'était un cabot tellement génial qu'au bout d'une ou deux prises, et parce qu'on n'avait pas le temps de faire beaucoup de prises, ni le temps ni l'argent, donc Rossellini, paraît-il, mais les sources sont à peu près bonnes, avait trouvé le truc, c'est-à-dire que quand De Sica littéralement avait fait la roue, Rossellini lui disait, écoute, c'est vraiment parfait, mais faisons une mécanique. Donc faisons une prise presque mécanique où ne te fatigue pas à refaire tout ça. Voilà. Et donc De Sica disait, ah bon, d'accord, pour la technique, pour être sûr, pour s'assurer, oui, voilà, comme ça. Mais voilà, elle est bonne, mais on va quand même en faire une autre, juste comme ça, mécaniquement. Et on raconte, alors là, c'est là où débute la légende, et on raconte que quand même De Sica, qui savait parfaitement ce qu'il faisait, c'était pas du tout un imbécile, s'était quand même rendu compte en voyant le film que son vieil ami l'avait un peu roulé dans la farine, quoi. C'est-à-dire que systématiquement, il gardait la prise mécanique. Voilà, au lieu de garder celle où De Sica en avait fait un maximum. Mais c'est vrai qu'au début du film, il est irrésistible, mais irrésistible,
c'est le chemin du film, si on veut. C'est-à-dire que les choses restent légères. Il joue au baccarat, il arrive à manger, il a une copine qui est une demi-danseuse, demi-prostituée, mais tout ça est relativement léger. La scène du bordel est quand même grandiose, c'est-à-dire qu'on l'accueille littéralement comme un ami de la famille à qui on met le couvert. Enfin, bon, voilà. Tout ça est fait, évidemment, et construit pour montrer qu'à un moment, on cesse de rire et qu'on n'aurait jamais dû rire, parce que tout ça n'est absolument pas drôle. Et ce qui se passe en Italie à ce moment-là n'est absolument pas drôle. Et donc le film, c'est un de ses génies, et évidemment c'est d'abord porté par De Sica, parce que dans ce système de représentation-là, celui qui est vraiment en première ligne, c'est le comédien, c'est vraiment lui qui fait le film. On ne peut pas dire que ça soit autre chose. C'est-à-dire que là, Rossellini, ce qu'il veut, c'est comme toujours filmer quelqu'un en train de penser, mais là, c'est surtout quelqu'un en train de jouer, et qui va s'apercevoir à un moment que le jeu est mortel, et que le jeu va bientôt s'arrêter. Donc tout ça est littéral, bien sûr. Il joue au casino, il joue au baccarat, il joue jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jouer et qu'il remplace, disons, la jouissance et la perte et le gain qu'on peut éprouver par le jeu, qui est quand même quelque chose de totalement fictif, qui n'existe pas. Enfin voilà, mais s'il y a bien quelque chose qui n'existe pas, c'est bien les casinos. Complètement hors du monde, hors du temps, hors de tout. Et que tout à coup, il va falloir remplacer ça par quelque chose qui, pour le coup, est peut-être l'existence dans son sens le plus plein. Voilà, ça c'est effectivement le mouvement du film. Et la cruauté, je pense qu'on la ressent bien, en tout cas je l'ai bien ressenti pendant cette projection, là où le film est d'une cruauté presque inimaginable. Enfin, je ne sais même pas si on pourrait faire aujourd'hui un film aussi cruel. C'est quand cet homme est enfin sorti de tout ce cirque, on pourrait dire, aussi irrésistible soit-il, et bien c'est justement parce que voilà, c'est le moment de mourir, c'est le moment où tout ça va s'arrêter. Alors ça a été dit avant moi, hein, donc on peut dire que si vous voulez, la prison c'est le volcan de Stromboli. On peut dire ça, on peut faire toutes les comparaisons qu'on veut, c'est absolument autorisé. Le truc, c'est que le volcan de Stromboli, après on pourrait discuter pourquoi, mais on en redescend. Là, évidemment, le mur, c'est un mur de butée, quoi. Il n'y a rien après. Et d'ailleurs, j'avais même oublié à quel point, quand même, il y allait fort. Il devait quand même être bizarre, hein, son producteur. Là, je ne suis pas assez spécialiste du cinéma italien pour vous décrire qui c'est. Mais l'exigence d'être à Venise et en même temps accepter ça comme mode de fabrication. C'est-à-dire qu'un producteur aurait pu dire, peut-être pour la scène du peloton d'exécution à la fin, la découpe de la ville derrière comme dessinée sur un mur, il faut peut-être pas pousser, quoi. Les gens risquent de ricaner. Et visiblement, comme il voulait absolument que le film aille à Venise et qu'en plus, contrarier Rossellini, c'était difficile, il a laissé faire. Comme il a laissé faire les transparences qui sont inimaginables. C'est-à-dire quand le chef de la résistance là, débarque à Milan et qu'après quelques stock shots rapides pour bien nous montrer les destructions, les bombardements, que la ville est en train d'être bombardée, que le régime est quand même en train de s'écrouler et l'avancée des Américains étant impossible à arrêter, donc que la guerre va être gagnée par les Alliés, et ça c'est la vérité historique, mais que les Allemands vont massacrer vraiment beaucoup de monde en Italie dans les derniers mois. C'est-à-dire qu'en Italie,
il y a eu des dizaines d'Oradour-sur-Glane, enfin des massacres de masse, en particulier sur la ligne gothique, ce que les Allemands appelaient la ligne gothique, c'est-à-dire la barrière qui devait être infranchissable pour les armées alliées, américaines en particulier. Donc, tout ça, c'est vrai, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a laissé un très très mauvais souvenir. Le truc du film, c'est que c'est montré comme faux. C'est-à-dire que, pour que ça soit vrai, il faut presque accuser la fausseté de la représentation. Voilà. Et donc, ces transparences absolument incroyables, où le cinéma italien de 1959 était tout à fait capable de faire beaucoup mieux que ça. Hein. C'est-à-dire, on verrait peut-être maintenant que ce sont des transparences, parce que on est des spectateurs devenus très agiles à voir ça, malgré nous presque. Mais quand même, ce n'est pas montré comme vrai, c'est-à-dire qu'on ne fait même pas semblant. Et la fin du film, avec donc cette découpe de la ville de Milan derrière les fusillés, accuse encore le coup. Donc tu as raison, le mot simple pour dire tout ça, c'est que on est dans la représentation, on nous dit qu'on est dans la représentation, on nous redit qu'on est dans la représentation, la théâtralité est non seulement assumée, mais elle est surassumée, il y a tout ça. Simplement, le type qui fait ça est censé être l'inventeur du néoréalisme. Voilà, donc c'est là où on voit aussi à quel point le côté insaisissable, mais aussi presque provocateur de Rossellini est là. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que ce qu'il a fait est fort bien fait, puisque ça a quand même stupéfié le monde, et que l'autre, à l'avoir fait, c'est son acteur principal, dans un film qui a tout autant stupéfié le monde, et même plus, parce qu'il a eu plus de succès que les films de Rossellini avec Le voleur de bicyclette. Donc voilà, c'est quand même les gens qui ont fait Rome ville ouverte et Paisa, mettons, Le voleur de bicyclette de l'autre côté, qui disent, malgré tout ce que vous nous dites, ils disent ça un peu aux Italiens et en particulier à la critique italienne, ce qu'on a inventé, c'est fini. Maintenant, on va faire autrement. C'est pas que ça ne nous intéresse plus, c'est pas que l'itinéraire moral de quelqu'un ne nous intéresse plus, c'est pas que descendre de son volcan ou ne pas descendre de son volcan, ça ne nous intéresse plus, mais on ne peut plus le faire comme on l'a déjà fait. Voilà, donc c'est un film absolument charnière de ce point de vue-là, et Rossellini, qui était lui aussi très séduisant, lui aussi très menteur, lui aussi très égocentrique, par ailleurs, mais alors il a toujours trouvé ça, il le disait déjà de Rome ville ouverte, qu'il avait encore trop concédé à ce qu'il appelait en gros les trucs du cinéma, qu'il y en avait encore un peu trop. Bon, voilà, donc c'était pas un film qu'il aimait beaucoup, hein. C'était un film qui, malgré son succès, et malgré que le film lui ait sauvé la vie, il disait c'est un des deux films que j'aurais jamais dû faire. Bon, c'est très dur quand même. Donc voilà. Donc, évidemment, là il s'éloigne déjà d'un certain nombre de choses qu'il avait déjà faites, mais alors après, comme sa recherche est infinie, constante, sans cesse renouvelée, et qu'il ne se satisfait pas de ce qu'il a déjà fait, eh bien, il ira encore plus loin en disant que le cinéma lui-même est mort, que tout ce principe d'identification que nous acceptons avec des gentils, des méchants, des héros, pas des héros, etc., que tout ça n'est plus supportable tellement c'est bête, et qu'il faut inventer totalement autre chose. Il essaiera. Est-ce qu'il y a réussi C'est une autre question. Bonsoir Frédéric, je voulais juste savoir si ce producteur, quand il choisit Rossellini, est-ce que, parce que j'ai vu ce film comme aussi une manière pour le réalisateur de se justifier de ce qu'il a fait pendant la guerre, quelle était sa position pendant la guerre? Est-ce qu'on peut considérer ce film à peu près comme l'équivalent de Sur les quais pour ce grand metteur en scène italien ou pas?
Ben, c'est une très bonne question, mais Elia Kazan, c'est un homme de gauche compliqué. Mais c'est un homme de gauche. C'est-à-dire que c'est difficile, nous, de juger. Quand Kazan dit on me dit que le McCarthy, c'était les sorcières de Salem. Les sorcières de Salem, le diable n'existe pas. Donc c'est n'importe quoi. Staline, en 51, il existe. Et je ne dis pas ça par anticommunisme délirant, hein, mais je veux dire, l'histoire existe. Donc, Kazan donnant des noms, c'est un ancien communiste en pleine guerre froide qui se dit qu'il vaut mieux que la démocratie américaine gagne que Joseph Staline. C'est pas pour ça que je suis d'accord avec lui pour donner des noms, évidemment que non. Et que quand Orson Welles le traite de traître, 40 ans après les faits, je comprends aussi Orson Welles. Donc c'est une affaire compliquée. Rossellini, on n'est pas dans la politique. C'est ça qui est encore plus compliqué. C'est-à-dire que le jeune Rossellini des années 20, des années 30 et des premiers films fascistes pendant la guerre est vraiment tout sauf un idéologue. Kazan, c'est un idéologue. C'est un cinéaste politique jusqu'au bout des ongles dès le début. Rossellini, c'est ce qu'on voit dans le film. Tu as évidemment absolument raison. C'est-à-dire que c'est plus la conversion du playboy. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui serait une sorte de dignitaire fasciste qui tout d'un coup va s'apercevoir que la vérité est plutôt du côté des partisans et de la résistance. C'est plutôt quelqu'un de très jeune, de très insouciant, ce qu'on peut lui reprocher en 42, hein, on est bien d'accord, mais qui, encore une fois, n'est ni un militaire, ni un idéologue, c'est un sauteur. C'est un sauteur. Et tout d'un coup, ce qui lui arrive, c'est pas une évolution politique à la Kazan, genre, j'ai eu tort d'être communiste parce qu'au-dessus de nous, il y avait Joseph Staline, qui n'est pas un bienfaiteur du genre humain, mais c'est plutôt, la vie ne peut pas continuer comme ça. Donc effectivement, est-ce qu'il ressemble beaucoup à Vittorio De Sica dans le film, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je commençais à dire tout à l'heure, en disant, les gens savaient quand même qui était Rossellini, en lui disant, mais il y a quand même de l'autoportrait. Il dit, non, non, jamais de la vie, pas d'autoportrait. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc évidemment, en faisant ça, il y a une forme d'autocritique, mais d'autocritique pas dans le genre parti communiste, justement, dans le genre au burin, quoi. C'est-à-dire qu'il se fait pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il n'a jamais quand même été très fier de ces 3 films de guerre, en gros fascistes, qu'il a fait avant Rome ville ouverte. Il n'a jamais été très fier, mais pas très honteux non plus, d'avoir été le jeune homme qu'il a été. Il a été le jeune homme qu'il a été, c'est-à-dire le rejeton d'une famille très riche et très bourgeoise de Parioli, qui est le quartier toujours aujourd'hui, ça n'a absolument pas bougé, c'est le Neuilly romain, si tu veux, bon voilà, avec évidemment une mère libre, belle et fantasque qu'il adorait, un père plein aux as qui lui passait tous ses caprices, et les Bugatti qu'il emboutissait à mesure qu'il collectionnait les filles. Voilà. Roberto Rossellini a été ça. Mais, en même temps, si ça nous surprend, c'est qu'on est bien peu rossellinien. Parce qu'on se demande vraiment comment le cinéaste qui fait Rome ville ouverte surgirait comme ça, mais alors par quoi? Par la grâce de Dieu. Or là, pour le coup, les rapports de Rossellini à la croyance, là encore, sont extrêmement ambigus, disons à la transcendance. Donc effectivement, peut-être qu'il a fallu, pour faire Rome ville ouverte, qu'un dandy, qu'un jeune dandy, qui n'en avait pas grand-chose à foutre de grand-chose, se réveille et se dise que le cinéma qu'il avait appris à maîtriser comme instrument pouvait peut-être servir à autre chose que faire des films à la gloire des aviateurs fascistes italiens. Voilà. C'est ça, parce que c'est ça, effectivement, qui s'est passé. Et donc, c'est aussi ce qu'il raconte dans ce film.
Et c'est ça qui rend le film, bien sûr, encore plus vertigineux. Donc je ne parlerai pas exactement d'un truc qui ressemble à Kazan. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de les différencier. Mais le terme d'autocritique, oui, bien sûr. Autoportrait, autocritique, enfin c'est difficile de l'ignorer. Alors, là où on peut pousser le raisonnement assez loin, c'est que Rossellini a bien des défauts, comme homme évidemment, mais il y a un truc, c'est qu'il ne se sert pas tellement des recettes admises et éculées. C'est pour ça qu'on l'admire autant. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'il est un inventeur de la modernité, du cinéma moderne, etc. C'est-à-dire que chez Rossellini, il n'y a pas tellement la larme facile. Voilà, pour le dire d'un mot simplement. Lui considérait que dans son premier grand film, qui avait quand même marqué les esprits, pas tout de suite, hein, mais petit à petit, qui est Rome ville ouverte, avec son scénariste, le même, celui qui a beaucoup aidé à sa conversion, qui est son Zavatini, qui s'appelle Sergio Amidei, qui est un peu le Zavatini de Rossellini, pour simplifier. Dans Rome ville ouverte, ils y étaient allés un peu fort. Ils s'en voulaient un peu. Genre, on tue les prêtres assis sur une chaise, de dos, etc., etc. Les mamans, bon, voilà. Et donc, il disait, moi, mon grand film, vous le qualifiez de néoréaliste si vous voulez. Moi, je dirais pas ça, mais enfin, si ça vous fait plaisir, ok, mon grand film néoréaliste, parce que pour lui, c'était son grand film nouveau, tout simplement, où il considérait qu'avec ce film-là, on n'avait jamais fait ça au cinéma avant lui. C'est le film d'après. C'est Paisa. C'est-à-dire la libération de l'Italie avec beaucoup de personnages qu'on ne retrouve pas, qu'on perd. Donc évidemment, l'identification est beaucoup plus difficile dans Rome ville ouverte. Bien sûr qu'on s'identifie à Anna Magnani, aux petits garçons, aux prêtres, sauf à ces salauds d'Allemands, évidemment. Mais y compris les salauds d'Allemands. Là, le personnage d'Allemand est beaucoup plus dégueulassement subtil, disons, que le boucher littéral qu'est l'officier nazi dans Rome ville ouverte. Donc voilà, il considérait qu'il avait des progrès à faire. Et pour finir, pardon de cette réponse trop longue, mon raisonnement, certains critiques français malicieux ont vu dans ce film que vous venez de voir une critique admise par le principal intéressé, c'est-à-dire Vittorio De Sica, des effets faciles pour faire pleurer Margot. C'est-à-dire que Vittorio De Sica est la séduction même, et la séduction pure. Est-ce que c'était une façon, en lui construisant, en lui écrivant ce personnage avec Amidei, pour Rossellini, de lui dire ce qu'il pensait quand toute la salle pleure à la fin du voleur de bicyclette, du genre, il est quand même pas un peu facile ton effet là? Voilà. C'est pas absurde. C'est pas absurde, et il est encore moins absurde que Vittorio De Sica était quelqu'un de si intelligent qu'il accepte la critique. Ça ne veut pas dire qu'il regrette de l'avoir fait, ça pas une seconde, pas du tout. Et moi, je préfère le voleur de bicyclette, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que Vittorio De Sica savait très bien tout ça. Et il savait très bien que son cinéma et celui de Rossellini, au fond, étaient profondément différents. Voilà. Donc effectivement, il y a, Pierre parlait de choses enchâssées, comme ça, il y a aussi l'enchâssement de ça, de la biographie de chacun, et de la façon dont on considère, pour reprendre une expression que j'aime bien, de savoir si les larmes sont de bonne qualité. Voilà. Je pense que Rossellini devait penser, de temps en temps, que les larmes que faisait couler son copain De Sica n'étaient pas d'assez bonne qualité. Et celui-ci devait se dire, peut-être, mais c'est quand même moi qui ai raison. Voilà. Et je pense que leur dialogue, ou leur non-dialogue d'ailleurs, tout ça devait rester dans le non-dit, et était là-dessus un film. Monsieur.
c'est une impression, c'est une remarque que je voulais faire. Bon, je ne sais pas si elle est justifiée. Un peu plus fort, un peu plus fort. Comme ça, c'est bon? Oui, parfait. Okay. En fait, j'ai eu l'impression que le film était en deux parties. La première partie, c'est effectivement de Sika, le personnage séducteur qui veut tromper son monde, qui joue en perdant beaucoup d'ailleurs. Et puis, et là, il y a le temps qui passe. Il y a le temps qui s'écoule comme dans un roman. Et au moment où il est aux prises avec l'allemand, à ce moment-là, ça change complètement. Et j'ai eu l'impression qu'on était dans un autre registre, où là, le temps s'arrête, et il est en prison, enfin, il est dans cet univers terrifiant, et ça change complètement, le film change de registre. Alors je le dis, c'est une impression, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais enfin bon, voilà, je l'ai ressenti comme ça. Et à ce moment-là, le personnage de Sika change, c'est-à-dire qu'il n'est plus le personnage léger, mais il prend une gravité. Alors je ne sais pas si Rossellini, ça lui correspond comme personnalité ou pas, mais d'après ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que non. Et c'est pour ça qu'au début, quand j'ai vu que le film avait été approuvé par une institution catholique, je me suis demandé pourquoi. Et bon, enfin, c'est comme si... Attendez, ça fait beaucoup de questions à la fois. Parce que là, si vous m'entraînez sur le chemin du catholicisme, vous voyez, chez Rossellini, c'est quand même une grosse partie, disons, la transcendance. Je vous réponds juste sur le parcours du film. Oui, bien sûr. Visiblement, ce qu'il essaie de faire... Alors d'abord, il y a quand même une nouveauté fondamentale. C'est un homme. Rossellini, dans ses films, et ces films évidemment qu'on a le plus vus, qui ont fait le plus sensation et dont on a beaucoup parlé, évidemment quand il y a des gens comme Anna Magnani, puis Ingrid Bergman, on en parle, il était presque devenu le spécialiste du portrait de femme, quoi, quelles que soient les actrices. Là, les femmes sont remarquablement absentes. Et donc, pour la première fois, il s'intéresse à une figure masculine. Donc ça change. Ce qui ne change pas, effectivement, c'est ce qu'il appelle, lui, le mouvement, le parcours, on l'appelle comme on veut, c'est-à-dire, effectivement, ce qui change dans un être humain. Comment la modification, plutôt pour le meilleur d'ailleurs, donc plutôt une modification positive, se produit chez quelqu'un. Alors dans les grands Ingrid Bergman films, ça passait quand même beaucoup par justement le mouvement, mais tout simplement la marche. De ce point de vue-là, Stromboli, ça reste évidemment quelque chose qui a frappé l'imagination et qui continue de la frapper dans l'histoire du cinéma. Là, on est dans l'immobilité et l'agilité de la parole, disons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la parole qui change. Et en fait, si vous prenez le début du film et la fin du film, il est presque frappé d'aphasie. C'est-à-dire que ce qu'il a compris, c'est que sa propre parole était une source de mensonges, de fausseté, de dénigrement, et que même c'était une parole de mensonge masochiste, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de mal autour de lui, y compris sur des pauvres gens qui croyaient en ces mensonges alors qu'on fusillait leur fils ou leur mari, mais que surtout il se faisait énormément de mal à lui-même, c'est-à-dire que le masochisme des joueurs a été tellement étudié que c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais ce qui est peut-être le plus passionnant dans ce film, c'est d'abord, effectivement, vous avez raison, l'immobilité, c'est-à-dire que tout d'un coup,
il ne s'agit pas d'aller à la découverte du monde, comme Ingrid Bergman dans Europe 51, qui est peut-être le plus grand film, à mon avis, de Rossellini, ou en tout cas le plus ambitieux, où tout d'un coup quelqu'un sort de chez soi et sort de soi pour aller voir le monde. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et en même temps, le monde, il entre dans la prison. Et d'ailleurs, les entrées de prison dans le film sont des très très grands moments du film. C'est-à-dire quand le groupe des résistants arrive dans les couloirs, etc., avec cette façon, là encore, très rossellinienne, de ne pas trop en faire, parce que c'est un homme ordinaire qui porte un imperméable blanc, enfin bon, voilà, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Lui, c'est un vrai héros et un vrai saint, pour le coup, employer une expression et un vocabulaire religieux, c'est le chef. C'est-à-dire que on ne le désigne pas quand il arrive en prison, mais la scène est filmée de telle façon qu'on sait immédiatement qui il est. Voilà. Ça c'est assez fortiche quand même, comme quoi, quand il veut user du cinéma, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait le faire. Mais, en revanche, ce qu'il n'y a pas, c'est de l'extérieur. Et c'est un peu le tour de force du film. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les films de Rossellini, pour le dire simplement, il y a des bibliothèques entières consacrées au sujet, mais pour le dire simplement, l'étincelle de vie que produisaient les films de Rossellini, c'est-à-dire l'impression qu'une partie du monde qu'on ne connaissait pas nous était rendue. Alors beaucoup de termes ont été employés, moi je dis nous était rendus. Quelqu'un peut-être de plus religieux dira nous était révélé. Vous voyez, le terme de révélation du monde, du cinéma qui révèle, a été beaucoup employé pour Rossellini. Là, le tour de force, et on a commencé la discussion par là, et c'était une bonne façon de la commencer, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Et que le peu d'extérieur qu'on voit, quelques stock shots de scènes documentaires, mais pas plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a soit le petit monde faux, factice, du joueur, du séducteur, et puis après, c'est du théâtre et assez sommaire. C'est-à-dire que c'est les murs d'une prison, et comme il y a peu de choses, là, il faut les utiliser au maximum. Et évidemment, de ce point de vue-là, vous voyez, il y a plus Stromboli. On ne peut pas filmer ni les pêcheurs, ni les thons, ni le volcan, ni même les bords gâtés que découvre une grande bourgeoise, la grande pauvreté, etc. Tout ça qui avait tellement enchanté, parce que personne ne le faisait, et il avait raison d'être enchanté. Quelqu'un comme André Bazin, qui meurt l'année du film, ça aussi c'est une curieuse coïncidence, le malheureux, il meurt à 40 ans et donc il ne verra pas le général de la Rovere, il ne pourra pas écrire dessus, après avoir tellement écrit sur Rossellini, comme quelqu'un qui finalement révèle au cinéma enfin son emploi, enfin, c'est-à-dire filmer le monde en ruine. Qu'est-ce qui reste du monde quand il est en ruine? Quand les hommes, quand la folie nazie des hommes la détruit. Rossellini, c'est celui qui prend le cinéma pour relever le monde, littéralement. Là, il n'y a pas ça. Dans le film, il n'y a par exemple qu'un mur de prison. Et ce mur de prison, là, je dois dire, j'espère que mes larmes sont de bonne qualité, mais je dois dire, je pleure quand je vois ça. C'est pas un effet, c'est pas le plus difficile du monde, hein. D'autres ont dû le faire avant lui. Mais les graffitis, les inscriptions écrites sur les murs, qu'il lit les unes après les autres quand il arrive dans sa cellule, avec cette très bizarre forme qui est sur le crépi, enfin sur le mur de la cellule, qui ressemble quasiment à une oreille, enfin c'est très bizarre. Et donc il lit ces trucs, et c'est comme ça que pour le coup, il fait la différence entre ce qu'il croyait être son monde, ou ce qu'il voulait croire, parce qu'il est trop intelligent pour y croire vraiment. Mais voilà, disons son petit commerce,
son petit manège avec lui-même, les prostituées, le vrai café, le faux café, Zou, Jiu, tout ça, De Sica le fait vraiment très très bien. Et puis ce qu'est vraiment le monde de 1943 à Milan, en Italie, quand on combat le nazisme, c'est-à-dire ce qui est marqué sur les murs. Voilà. Mais c'est le seul moment du film où vraiment, par une théâtralité, par une représentation, au sens propre, ce sont des phrases écrites sur les murs, quelque chose advient et vont produire, alors ce qu'il faut bien appeler le changement, la métamorphose, la prise de conscience. Vous pouvez aussi dire, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai, la conversion, si on emploie un mot ouvertement religieux, pour le coup, du général de la Rovere. Mais alors, de quelle conversion exactement il s'agit, là, voilà, je ne sais pas, ça c'est à chacun de se poser la question. Je pense qu'effectivement, à la fin de Stromboli, Ingrid Bergman se convertit, mais peut-être qu'elle se convertit à une réalité très matérielle, très brute du monde, et pas du tout à une quelconque transcendance. C'est un débat qui dure depuis longtemps. Merci beaucoup. Une première remarque peut-être, et j'aurai une question ensuite. Vous avez dit, je ne suis pas tout à fait d'accord que le personnage est attachant, charmant, il est à la fois ça, mais de mon côté, j'ai ressenti un profond malaise dès le début du film, c'est-à-dire que ce type est une ordure, c'est un charognard, un profiteur de guerre, et c'est encore mis en exergue par finalement les personnes qui le roulent dans la farine. C'est l'avocat Bolghesio, finalement un vieillard qui ne voit que du feu. C'était plus une remarque, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Je vous réponds tout de suite. Vous avez absolument le droit. C'est-à-dire, je pense qu'il est tout ça à la fois. C'est-à-dire que ce n'est pas le en même temps. C'est à la fois chez Rossellini. C'est-à-dire qu'il est effectivement une ordure et effectivement un grand séducteur. D'ailleurs, on est presque enfin content de le voir pris à son propre piège et que la femme de l'homme qui prétend vouloir faire libérer, on attend que ça finalement, on est heureux de le voir enfin emprisonné, enfin, en tout cas c'était mon cas. Et peut-être une question sur différentes scènes qui sont présentes dans le film, que j'ai trouvé un petit peu peut-être pataudes ou lourdes, inutilement démonstratives, qui sont les stock shots dans Milan, donc la ville détruite, la réunion des partisans milanais, qui sont très démonstratives, de la même façon le débarquement du général della Rovere, qui est donc le vrai personnage qu'on voit arrêté, qui se fait tirer dessus, donc on comprend qu'il est mort, et que ça va lourdement à terre, donc son personnage est enfin libre pour être incarné par un autre. J'ai trouvé que c'était uniquement figuratif, démonstratif, que ça alourdissait le film, qu'aurait pu être peut-être plus concentré sur le personnage de Sica. Je ne sais pas si c'était dans le cadre de la commande que Rossini a reçue qui aurait pu faire ça aussi. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Qu'on pourrait s'en passer oui, tout à fait. Autant sur le récit cinématographique que sur la représentation de ça, on pourrait s'en passer. Et donc, vous pensez qu'en fait, c'est hétérogène. Justement, je trouve que c'était pas utile, lourd, et que ça aurait pu être présenté de façon peut-être plus fine, sans que Rossellini tienne son spectateur par la main pour vraiment bien lui expliquer que voilà, le général est mort, et que donc enfin, la deuxième phase du film va pouvoir s'enclencher. Notamment, Mais en fait, je pense que Roberto Rossellini aurait été d'accord avec vous. Mais je plaisante un peu parce que ça ne veut rien dire de faire parler les gens comme ça, encore que Jean-Luc Godard raconte qu'ils étaient très amis avec Rossellini et qu'il s'est fâché avec lui parce que Godard a publié une fausse interview de lui. Et Godard disait, mais tout ce que je lui ai fait dire, d'abord c'est ce qu'il me disait dans nos conversations, et puis il aurait pu le dire. Bon. Donc on peut faire parler Rossellini, c'est pas très grave. Mais plus sérieusement, je pense que sur le fond, vous avez raison, mais que surtout, Rossellini vous répondrait
qu'il ne peut pas être lui là où le cinéma n'est pas encore. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais que cette façon de faire, que vous trouvez effectivement un peu lourde, si je comprends bien, à la fois lourde, inutile et pas très élégante, c'était le minimum du minimum qu'on devait donner à cette époque-là pour faire un film comme ça. Et faire un film qui remplit son office, c'est-à-dire l'acteur le plus séduisant d'Italie, celui qui emballe Sophia Loren dans les comédies du Sud, etc., etc., je vais vous en faire le personnage que vous décrivez. C'est-à-dire que ce séducteur irrésistible est un parfait salaud. Il y a quand même ça aussi dans le mouvement et dans le projet du film. Et que la forme de radicalité et d'unité que vous regrettez, et sans doute à juste titre, je pense que Rossellini à ce moment-là ne pouvait pas la faire, mais même plus profondément que ça, ne voulait pas la faire. C'est-à-dire qu'il était prêt effectivement à donner quelques rustines, à donner quelques facilités, tellement son projet était radical par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, vous avez raison, ça a un côté, c'est pas très joli, je l'ai dit tout de suite, les transparences, etc. C'est un côté un peu verru, quoi, comme ça, c'est pas terrible. Mais, d'abord, ça a une nécessité de récit, pour le spectacle, disons, pour le spectacle de la représentation. Et il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que les grands Rossellini, comme souvent les grands films des grands cinémas, des cinéastes modernes, sont hétérogènes. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, et surtout chez lui, il faut toujours que ça soit un peu le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des scènes très formelles et formellement unies, comme les scènes de prison, coexistent avec des transparences un peu vaseuses ou des choses qu'on trouve inutiles. Ça fait partie de la respiration de ces films. Donc je pense qu'il vous aurait donné raison en disant, c'est vrai, j'aurais peut-être dû couper tout ça, mais le public n'aurait plus rien compris, on n'en était pas là. Et par ailleurs, quand il s'est mis à faire des films plus unis, stylistiquement, difficile à dire, stylistiquement, je vais vous dire mon point de vue, je les trouve moins bons. Vous voyez, si vous me demandez si je préfère Le Général de la Rovere, malgré les défauts que vous pointez justement, admettons, pour prendre un très bon film, La prise du pouvoir par Louis XIV, je préfère Le Général de la Rovere. Même si, stylistiquement et formellement, La prise du pouvoir par Louis XIV sera un film plus rond, plus uni, et qui pourrait nous satisfaire davantage. Il y a quelque chose comme ça d'irréductiblement hétérogène, et pour employer un terme plus simple, un peu bordélique chez Rossellini, qui fait partie, je pense, de son génie. Et qui permettent à ces films de respirer. Voilà. Et qui vont, on n'en a pas parlé, mais on en a parlé un tout petit peu sur la transcendance, qui vont quand même très bien avec ce qui est fondamentalement même pas le sujet, mais l'objet de son cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est emparé du cinéma pour montrer à quel point le cinéma et le monde étaient profondément ambigus. Voilà. S'il y a bien quelqu'un qui est vraiment un cinéaste de l'ambiguïté, c'est pour ça que je vous dis, oui, c'est un parfait salaud qui est capable de dépouiller un petit vieux en lui faisant croire qu'il va sauver son fils. Et quand il s'assoit à table et qu'il regarde les prostituées sans les juger comme des prostituées, c'est Vittorio De Sica et il est irrésistible. Oui, il est les deux. Monsieur. Oui. Sur le thème de
la conversion et du salaud. Enfin, à mon avis, il y a quelque chose, plutôt que de savoir s'il est sincère et s'il est devenu un patriote nationaliste italien, etc. Ce qui est vraiment, me semble-t-il, vraiment frappant, c'est que finalement, c'est le même homme qui savait embobiner tout le monde, jouer un jeu à la perfection, et finalement, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il endosse un autre rôle, avec la même perfection, mais on ne sait pas s'il est plus convaincu, s'il a changé, etc. C'est alors, toujours... C'est la perfection du jeu et du rôle bien sûr. Qui définit le personnage. J'entends ce que vous dites, mais là vous poussez à mon avis le sophisme du personnage de Vittorio De Sica un peu trop loin, à mon avis, parce qu'à un moment il y a un acte, c'est-à-dire qu'il se débrouille pour ne pas donner à ce si charmant SS, parce qu'à part qu'il fait torturer les gens et qu'il sait qu'il va perdre la guerre, c'est quand même un soldat SS, enfin bon voilà, ce si charmant SS, il se débrouille quand même pour ne pas lui donner la tête en face du nom de celui qui commande la résistance à Milan. Voilà, donc ça, voilà, peut-être qu'il ne faut pas pousser le sophisme trop loin non plus, parce que ça, c'est un acte. Et d'ailleurs, évidemment, c'est encore une ambiguïté du film. Alors, Jean-François qui est là, il a eu le temps de lire le roman dont est tiré le film. Moi, à vrai dire, j'ai pas eu le temps de le lire, mais sachez quand même que tout ça est une histoire vraie. C'est vraiment un fait divers, disons, de la guerre en Italie, dont s'est emparé un journaliste qui en a fait une série d'articles, et c'est devenu un livre. Donc le producteur a mis devant Rossellini, et c'est très fidèle au livre. C'est-à-dire que ça allait aussi dans la vitesse d'exécution du film. Il a vraiment filmé le livre. Mais là, Jean-François, tu me dis si je me trompe, le malheureux, pas le vrai général Della Rovere, après, à la Libération, on s'est dit, bon, il y a eu une punition collective comme il y en avait eu d'État, les Allemands ont fusillé des gens, donc il faut en faire des héros, etc., etc. On va leur faire une plaque, une stèle, genre le Mont Valérien, vous voyez, enfin des choses tout à fait normales. À part que quelqu'un a dit, mais c'est pas le général Della Rovere, hein, lui. C'était un imposteur, le vrai général Della Rovere. Il avait été fusillé par les Allemands ailleurs, dans un autre charnier, et donc je vous en supplie, ne faites pas de cet abominable imposteur un héros de la résistance. Et donc vous voyez comme les choses sont compliquées. Le romancier, journaliste, le producteur, Rossellini et De Sica, ils rendent sa sainteté à quelqu'un à qui on l'a dénié absolument et qui ne l'a mérité peut-être pas. Vous voyez l'ambiguïté quand même fondamentale de la chose. Parce que en plus, tout ça c'est très parabolique, on se dit, oh là là, toujours chez Rossellini, c'est toujours l'erreur chez Rossellini, on dit, oh là là, quelle belle parabole. Mais pas du tout, c'était quelque chose de connu. Vous voyez, c'est-à-dire que là, de cette façon-là, il porte le fer dans la plaie aussi, quand même, d'une certaine façon. Dans sa propre plaie, on en a parlé tout à l'heure, parce que c'était pas très glorieux de faire des films à la gloire de l'armée italienne en 1941 et 1942. Il n'y a pas de quoi se vanter non plus. Donc il porte le fer dans sa plaie, mais il porte aussi le fer, évidemment, et ça c'est sa grande spécialité à sa façon. Ensuite, il va y consacrer sa vie avec plus ou moins de bonheur, dans l'histoire italienne. Et de ce point de vue-là, le dialogue des partisans dans les ruines. Alors d'accord, les transparences sont pas terribles, tout ça se raccorde pas mal. Mais en revanche, le dialogue des partisans dans les ruines, quand ils disent « mais c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de mouchards parmi nous », c'est-à-dire parmi les nôtres, sous-entendu les partisans et sous-entendu communistes. Et il y en a un qui dit « ben oui, mais enfin on a collaboré avec eux pendant tellement longtemps ». Et il y en a un qui le reprend et qui dit, attention, c'était leur mouchard, c'est-à-dire les mouchards des fascistes, leur. Et il y en a un qui dit, non, nos, ceux des Italiens, nos mouchards.
voyez? Donc, tout ça n'a l'air de rien, mais dans une Italie quand même, alors en plus les tiraillements de la guerre froide, un parti communiste très haut, etc., etc., mais dans une Italie de 1959, le leur et le leur mouchard, nos mouchards, tout ça s'entendait. Tout ça s'entendait et provoquait bien des débats. Et alors, Rossellini était quelqu'un de tellement compliqué et de tellement génial que c'est ça aussi qui l'embêtait, c'est-à-dire que quand on n'aimait pas ses films, évidemment, il était furieux, ça c'est normal, mais quand on les aimait trop et que surtout tout le monde les aimait, là, il commençait à trouver ça un peu suspect. Voilà. Et donc, comme Le Général de la Rovere, ça s'est particulièrement bien passé, je pense que c'est aussi pour ça qu'il disait ce film-là, j'aurais pas dû le faire parce que s'il n'y a pas au moins... Alors, il avait l'habitude, il faut voir aussi que la carrière de Roberto Rossellini, c'est quelqu'un qui se fait insulter tous les jours dans la presse italienne pendant 15 ans, en gros. C'est-à-dire qu'au début, on lui dit, mais enfin, l'apôtre de Roqueville ouverte, elle est prêtre fusillée, les partisans torturés par les nazis, les mères de famille qu'on flingue alors qu'elles courent après leurs mômes, etc. Mais toi, tu faisais bien des films à la gloire de l'armée italienne fasciste. Vous voyez ? Donc déjà, il y a ce problème-là. Le néoréalisme, évidemment, c'est le côté, mais pourquoi montrer toutes ces horreurs alors qu'on a un pays à reconstruire ? Donc le néoréalisme, qui a un énorme succès international chez les Français, mais ça va jusqu'aux Américains, la preuve, Ingrid Bergman, elle n'arrive pas toute seule. Il y a quand même beaucoup de gens en Italie qui disent, mais c'est quand même bien moche de montrer les pierres plaies de notre pays pour faire de l'argent et se faire connaître à l'étranger. Donc il se fait insulter. Et alors, quand en étant marié, il se retrouve avec la plus grande vedette de l'époque, qui littéralement vient en Italie pour l'épouser et lui fait 3 enfants, je vous raconte même pas, quoi. Donc voilà, il faut savoir que c'est un personnage public, Roberto Rossellini, sans arrêt sur la sellette, parce qu'évidemment, quand c'est pas Anna Magnani, c'est Ingrid Bergman, donc forcément il est voyant, quoi. Et qui vraiment n'est pas le héros national de l'Italie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous, Français, de 1943-44 à 1959. Très loin de là. Personnage très, très controversé et assez largement irrécupérable. Oui. Alors justement, vous avez approché à plusieurs reprises ce si charmant SS, comme vous l'appelez. Et découvrant le film ce soir, j'ai été assez surpris de voir un personnage... Attendez, je vous vois pas. Où est-ce que vous êtes ? Si dignifié dans un film, c'est-à-dire qu'il domine voilà. Intellectuellement toutes ces rencontres jusqu'à la scène finale. Et le seul moment où on est vraiment rappelé à la réalité, c'est cette scène où on lui rapporte la liste des fusillés et qu'il prononce les mots seulement 5 juifs. Alors je me demandais si vous pouviez développer justement sur ce personnage et sur la façon dont il a été peut-être reçu dans les imaginaires collectifs européens à l'époque. Je n'ai pas compris votre question. Je m'intéressais si vous aviez plus de détails sur ce personnage, le personnage de Müller particulièrement, et peut-être la façon dont il a été reçu par le public, la critique. Vous voulez dire à la sortie du film ? Oui, c'est vrai. Je vous ai dit, le film a été très bien reçu et toutes les ambiguïtés dont on a parlé, à vrai dire, ont été comprises. Hein. C'était assez clair pour tout le monde. Sur le personnage du SS, tout le jeu de représentation est de montrer qui il est sans en faire un monstre. Voilà, c'est à vrai dire pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que voilà, il parle anglais quand il a des soldats prisonniers américains, mais là le problème de Rossellini, c'est pas de le noircir et encore moins de le sauver, évidemment, il n'a aucune envie de le sauver, c'est de le rendre intéressant. C'est de le rendre intéressant
et pour vous choquer davantage, même de montrer qu'il peut y avoir une humanité commune entre lui et le personnage de Vittorio De Sica. Voilà. C'est-à-dire que ça soit un ennemi, un salaud, il n'y a pas de doute, mais il ne vient pas de la planète Mars. Monsieur disait d'ailleurs que derrière qu'il était dignifié. Non, c'est simplement un SS intelligent. Et il y a une intelligence qu'il a qui rend le film encore plus vertigineux. C'est cette espèce de scène de théâtre. Oui. Théâtre de la dignité, justement, qu'il improvise quand tout d'un coup arrive la femme la comtesse de la Rovere. Tout d'un coup, il improvise devant cette dame un théâtre absolument extraordinaire de la compassion, de la dignité, de la grandeur. Il arrive à faire avaler à cette femme que non, elle ne veut pas voir son mari parce que ça serait bien posé à lui une atroce souffrance. Il est lui-même génial et assez diabolique dans l'improvisation théâtrale géniale. Il est pas, c'est pas un brave type compassionnel, c'est un type très intelligent. Déjà le scénario, parce qu'il est lui-même scénariste, c'est lui qui invente cette idée géniale. Tout d'un coup, il y a le vrai La Rovere qui est mort, il ne voulait pas qu'il meure. Bon, il installe le personnage. Dans le micro, s'il vous plaît, voilà. Il installe le personnage de l'escroc. Il ne cesse lui-même d'être un créateur de scénarios et de théâtre. Un des vertiges de ce film consiste à installer du scénario dans le scénario. Il est fabuleux, ce SS, pas au sens d'être sympathique et admirable, mais il est d'une intelligence lui-même et d'un opportunisme. Quand la comtesse, tout d'un coup, se pointe et veut voir son mari, mais le truc qui lui monte. Alors... Bon, ben voilà, j'avais dit intéressant, voilà. Mais lui aussi, Je suis d'accord. lui aussi, il roule des femmes dans la farine. Si vous parlez, c'est avec un micro. Je suis désolé. Okay. Bon, là-bas, ou allez-y, monsieur. Non, je disais juste que lui aussi sait très bien rouler les femmes dans la farine, quoi. Là-bas. Oui, mais vous ne croyez pas que Müller joue sa peau, parce que Müller doit couvrir une énorme bavure. Et cette bavure, si elle remonte à Berlin, il est foutu, Müller. Parce qu'il n'y avait pas de cadeau avec une bavure de cette gravité. Donc il est génial, mais il joue exactement le même rôle que De Sica. C'est-à-dire tous les deux, leur peau ensemble, mais pas pour les mêmes... Enfin, parce qu'ils sont tous les deux foutus si le rôle capote. Et évidemment que si la comtesse, il est obligé d'inventer un scénario pour que la comtesse ne le voit même pas. Parce que sinon, lui est foutu. Donc pour moi, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il joue sa peau. Et sa peau, jouée, ça donne des idées géniales, souvent. J'ai pas tellement grand-chose à rajouter sur les analyses psychologiques, je suis d'accord. Bon, eh bien peut-être que c'est pas mal pour ce soir. Merci beaucoup.